On sait tout le monde, dans notre modernité ou post-modernité, que Andy Warhol aura dit un moment que dans notre monde, tout le monde peut devenir une star très connue, une célébrité dans 5 secondes, 15 secondes, quelque chose comme ça. Il a bien dit, mais il a mal dit. Moi, j'ai dit que tout le monde peut devenir philosophe, tout le monde peut devenir artiste, peintre, sculpture, ou sculpture, c'est-à-dire peintre en bâtiment. Une contribution faite avec les tribus à payer ou à l'État, à l'Église, ou tribus avec la force humaine, pardon. Maintenant, voilà. Manigance, horlogerie, artisanat, participer comme individu à part entière, comme une singularité quelconque à la construction grande dans l'essai fœtal de la biologie et de la chimie, et donc augmentant par ses forces par le médecin de Socrate, médecin d'aujourd'hui, qui nous connaît mieux que nous, et tout. Donc participer à la grande construction de Goebbels, un Geist que je ne peux pas m'empêcher, une Gesamtkunst. Werke est toujours Druckarbeit, c'est-à-dire travail à travers, oui. Une traduction plausible et juste à travers. Une traduction à travers, et non pas une traduction relevant. C'est trop difficile de décider par où relève quoi. Donc, retroussement, détournement, révélation, pour que ça devienne indistinct, indécidable, pour qu'on tombe tous dans le scepticisme le plus profond et dans le néant qui se contredit son concept et qui devient quelque chose, c'est-à-dire Parricide, de Parménide, dans le texte même de Sophiste, un néant qui devient quelque chose, en contredisant son concept dragonien. C'est le commencement de la philosophie dite socratique, c'est-à-dire, chez nous en turc, il y a une expression inusitée, c'est quelque chose comme ça. Donc tout le monde sort son chapeau, non pas que le chapeau sort à votre volonté, mais le chapeau tombe, c'est-à-dire tous les intitulés, tous les titres, tous les métiers, tous les classements, toutes les discriminations, devient avec une seule ligne rouge qui traverse nul non avenu, ce qu'on appelle dans une tekke, c'est-à-dire dans une lieu d'enseignement initiatique mystique, le moment d'illumination, là où tous les taquets, c'est-à-dire tenues vestimentaires de couvre-chef, tombent. Est-ce que vous imaginez de quoi je parle? De sarık, de sarık. On ne peut pas imaginer la plus grande chose qui montre ostensiblement son niveau, son degré
d'initiation de son auteur et de tous ses mérites et louanges. On disait, pas une sémiologie, non pas de l'Empire japonaise, mais ottoman et dans l'ère musulman, très humble, pas ses chapeaux. Voilà une raison de faire la guerre. Elle vient dans le port. Elle vient de canonner absolument magnifique toute une famille de Habsbourg. La raison, c'est qu'il devait y avoir quoi? Une plume de autruche plus sur le chapeau. C'est ça. C'est comme dans le petit roman expérimental de Raymond Queneau qu'on appelle Exercice de style, dont le noyau noématique de cette œuvre n'est un certain avertissement amical à une amie rencontrée par hasard en passant devant la gare Saint-Lazare, dont le sujet, l'objet de la conversation, c'est-à-dire d'avertissement amical, c'était le col et non pas le chapeau qu'il fallait porter à droite ou à gauche avec une plume, anneau et une effigie qui montre votre front en plein visage dans une quoi? Dans un autobus métropolitain, un tramway, disons. Avec chariot peut-être, avec des chevaux. Oh, les chevaux! Ils font leur merde, mais on porte quand même un porte-merde des chevaux qu'on monte sur les chevaux. Là, nos ancêtres étaient très bien préparés à ce qui imaginaient dans le futur. Nous imaginons maintenant leur vécu suivant nos lectures, romans, lettres, amicales, mémoires d'outre-tombe et quelques risales, discussionem, réfutationem, qu'on croit qu'il s'agit d'une philosophie païenne. Ce n'est qu'un genre littéraire. Tout homme écrivant, pensant, réfléchissant, en faisant de peinture les sens, c'est un trace communicatif, c'est-à-dire communicable universellement, en ce qui me c'est-à-dire avec toute résistance à la traductibilité, parfaitement traductible. Nous l'appelons l'auteur. Mettre plus de singularité quelconque et tout le monde le faire le même. C'est-à-dire que tout le monde est capable de faire la même merde, mais en toute discrétion. L'auteur, c'est quelqu'un comme machin crieur, un sérieux de chassure à crier, un cri dans la forêt, un écho, un retentissement, une voix répétée d'annonce dans une marche actuelle,
une phrase toute faite qui vient des ancêtres, toute faite et qui se répète avec les intervalles réguliers dans le contenu a peu d'importance, mais retentissement fait que l'affaire est s'affaire. Ce qu'on appelle le début du capitalisme, toute la logistique de publicité et de surenchère de valeur d'échange indépendamment et sans rapport avec valeur d'usage qui nie, même qui menace dans son origine et dans son site noyau, valeur d'usage, c'est-à-dire le propre du propre. Que puis-je ajouter théoriquement à ce triste état dans une tourbillonnaire rugissement dont même le chien de la rue rit, participe par le rythme. C'est ça qui fait l'humanité à la différence des autres hordes de mammifères. Je voudrais vous parler d'une figure étrange, très étrange. Si vous voulez, je parle en tant que peintre ou bien en tant que philosophe. Parce que ce qui revient au même, c'est qu'ils, eux, les deux figures, commencent par la figure, par une certaine figure. Un fait, un dit, selon ce qu'il a dit, n'est-ce pas, une citationnalité, un proverbe, un dicton, voilà, une archétypale figure dont on fait une certaine déduction et on en prend des profils, on l'étale, on fait des lignes qui se prolongent vers où vous voulez, c'est-à-dire soit vers l'infini, soit dans tous les étages d'en bas, soit dans tous les étages qui ascendants, c'est-à-dire soit vous élèverez vos élèves, soit vous les ferez mettre dans une situation qu'ils seront quand même terre à terre et face à des choses, encore des faits. Et l'autre dirait que c'est une fait de raison. Oui, fatum, fait. Comment faire la distinction entre un fait divers, un fait empirique, un fait quelque chose accidentel et un fatum? Ça, j'ai déjà allégué sur le sujet, non pas argué, un fatum. Ça, c'est très intime et on diffère la non-réponse le plus possible dans la temporalité. Pour donner quoi? Pour donner temps au temps, comme dit un sage de nos époques. Alors, l'épocalité est la figure du sage, soit qu'on ne l'homme le philosophe, soit qu'on ne l'homme pas du tout. Et on fait une énigme, soit que, comme Kant l'a fait, a osé de le faire, un type d'en idéalité qui n'existe pas dans les faits. Lui-même, il se met, Emmanuel Kant, un sujet empirique nommément
Emmanuel Kant, en écrivant ceci, il se met hors circuit de toute communauté dite de philosophes. Plus précisément, de tous ceux qui se disent ou se nommaient ou attitraient, voilà, comme philosophe. Imaginons une pièce de Molière, là, ou bien de Ronsard, Edmond Ronsard, là, il y a une figure qui se présente comme n'importe quel intellectuel, entre guillemets, et médecin, avocat, devant toutes les questions intimes. Voilà. Philosophe, médecin, avocat. Et, bien sûr, poète. Pour compléter tout, pour mettre en flux la figure. Voilà. Vous avez tout de suite compris de quoi je parle. Au moins pas ces figures très tardives, qui sauvent quand même de la démolition, dissolution. Un théâtre nommé Comédie Française, c'est Edmond Ronsard, avec sa pièce, enfin, moi je ne donnerai pas mon jugement, mais imaginons un Pinocchio à l'italien, un Harlequin, voilà. Que devient un Harlequin? Non, pas un philosophe, mais il est un médecin malgré lui, il est un philosophe du jour, de matinée, plutôt matinale, etc. Vous voyez l'usage du terme de figure, je parle de figure, pour ne pas dire figure rhétorique, qui la représentation de type philosophe dans l'imaginaire, dans le vestiaire, donc à l'entrée du jeu, toute séduction, attrait ou repulsion, tous les caractéristiques et attributs irritants ou attirants, une figure d'altérité et qui n'est pas un barbare, qui a appris notre langue mieux que nous et qui en dit des choses qui ne se collent pas, et il prétend qu'ils ont des choses en ce qui concerne l'unité de ce que nous sommes en train de faire et mijoter, s'affaire dans les faits des faits, c'est-à-dire dans notre vie pécuniaire, dans les affaires, dans les préoccupations quotidiennes. Et lui aussi, il côtoie cette figure et il n'est pas isolé comme un saint. Un icône, un saint, un monastriel, monastre, fondateur de toute isolation, absolution, au sens fort du terme, c'est-à-dire tout ce qu'il faut pour s'abstenir, mais dans la proximité, et non pas un dialogue, n'est-ce pas, cette fois-ci, je parle cette fois-ci de la figure du saint, de la sainteté. Un certain Emmanuel, l'autre numéro 2, Emmanuel Lévinas, a osé de distinguer à partir de cette figure de sainteté qui est proprement chrétienne, mais
à mon avis, qui comporte aussi les Evliya musulmans, qu'on appelle musulmans, qui s'appellent dans la ligne d'Allah. Et bien sûr que, bon, j'en sais pas, mais pour quelle raison, on peut élargir la notion de sainteté, qui est proprement chrétien, comme le juif philosophe écrivant d'une certaine manière, faisant partie d'une certaine compréhension phénoménologique sans être fidèle. Emmanuel Levinas a utilisé le mot de saint, du saint au sacré, son livre. Voilà, le mot sainteté, le lieu sacré, comme j'utilise par figure, bien sûr, la coupe sacrée, etc., c'est-à-dire les choses causales et même spatiales, le lieu sacré, il a banni, il a secondarisé, il a péjoré, il a diminué l'importance et, bien sûr, attitré, je dirais, mais ce n'est pas le mot exact, attitré de paganisme, de totémisme et de quoi païen, païente, donc pas encore monothéiste. Il ne s'agit pas, la question, il n'est pas dans le nombre, mono ou pluriel. Il s'agit de son non-existence et son indéfinissabilité sûrement. Donc, sacré, j'en comprends la critique profonde qu'il fait en disant ça. Effectivement, une vie seulement pour une entité qu'on nomme sujet au sens très large, qu'on peut ajouter cet adjectif, cet attribut de saint, ou l'attitrer de sainteté, mais jamais on ne voilà, titrer quelqu'un de sacré. Si on le fait, alors on est dans le totémisme. C'est bien pour l'apprentissage du sacré. Sinon, jamais ne commencera un mouvement vers la sainteté, qui est impossible dans l'absolu du terme, mais comme process au-delà de 3 monothéismes, et y compris, je souligne encore, y compris bien sûr le taoïsme, bouddhisme, shintoïsme, etc. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas de monothéistes. Parce que le plus important que la définition ou le nombre de déités, c'est la pratique qu'il faut l'appeler ethos, dans sa radicalité et dans sa différentialité, d'une figure de saint, bien sûr, qu'on peut appeler par ses qualités, non pas par son nom, ou le nom donné. C'est-à-dire au-delà de ces dénominations différentes dans les différentes cultures, et par au-delà de ces différentes figures, il devrait y avoir une unité, au sens d'unité de fonction, non pas fonction qu'il
opère au sein d'une société. Pas seulement cela, ça aussi c'est extrêmement important, mais par rapport à ce qu'il fait par soi-même, lui-même, pour s'évaluer ou pour devenir voilà, l'objet introuvable, le poète, quoi, le philosophe, figure de philosophe, une figure théâtrale, comme disait Socrate à un moment donné, miméticon, genos miméticon, les gens qu'on ne peut pas, les gens auxquels on ne peut se fier, ce sont des genos miméticons. Toute la race de théâtralité, toute la race de role-players, eux qui sont peut-être, on ne sait pas, au-delà de leur citationnalité, de leur phrase qui nous restait en éparse, ils auront peut-être à la recherche en praxis profonde, pas le méandre, donc les voies, les chemins nous sont inconnus, donc par théâtre, par auteur d'une pièce ou d'un convive, d'un banquet ou d'un marchand, d'un agora que vous ne pouvez me difficilement imaginer ce que veut dire occuper une place en tant que commerçant pour les échanges imaginaires, pour intéresser les gens dans le denrée de la vie quotidienne, pour échanger le bien. Mais quel bien, voilà, il faut être, pour être un commerçant dans une agora d'une cité, il faut être véritablement ingénieux, sinon une figure de génie. Sinon vous êtes rien, ou bien vous êtes vraiment trouver la paix, non pas apollonien bien sûr, une paix en fin fond d'une forêt, et avec vos biens dans une frugalité saisonnière abondante auquel vous ne pouvez absolument pas vous charger de par vous-même parce que c'est tellement rapide, c'est tellement abondant tous ces biens qu'on ne peut pas s'échanger sauf la parole dit, la couleur, la peinture ou trace ou pensée ou figure. J'en sais rien, rhétorique. Et tout se démolit, tout se passe très vite. Le temps, vous comprenez, là, à l'instant, en dehors de cité ou dans la page, vous comprenez qui est votre maître à penser, qui vous fait penser, qui vous pousse à penser, et qui est votre véritable maître en dehors de toutes ces guerres que Hegel a osé faire un rapprochement, et c'était le temps. Votre maître véritable en dehors de toutes les figures de souveraineté ou cas de figure, des cases, cas, des forts, des fatous, contre lesquels on ne peut rien faire que échanger ou faire de je dois, pour ne pas dire fourberie, mais funambule, là où vous dites trêve la plaisanterie,
trêve la plaisanterie de la cité, quelle que soit la cité, c'est l'état politique, négociation, un certain nombre chiffré des lois, tout en sachant que ça ne marchera pas, comme disait, n'est-ce pas, Saint Paul, nous avons appris le péché par la loi. Alors qu'il y avait une innocence et une impuissance dans une apothéose selon le charge du temps. De ce que je comprends de charge, ce qui a formulé en figure Aristote, c'est-à-dire justice, distributif, justice réparative. Il y a une réparation, oui, d'où vient le médecin. Non pas appareillage de justice. Et partage. Partage aveugle au sens de la justice primordiale qui donnera à tous ces changements, à toutes ces chances, à toutes les charges des étangs, et l'homme, en tant que Dasein, ne peut être qu'un étant parmi les autres, contrairement à tous les efforts que M. Martin Heidegger. Bon, disons que toutes les figures des philosophes, ils étaient philosophes par soi-même et pour autrui, pour leur société, ne serait-ce que à travers le langage qu'ils utilisent et qu'ils échangent, donc qu'ils conversent ou bien qu'ils écrivent dans une certaine langue pour communiquer leurs pensées donc pour autrui. Donc d'abord pour être philosophe, c'est d'abord pour soi, par soi-même, et ensuite pour autrui ou vice-versa, c'est-à-dire c'est parce que les autres, avec les autres, la vie est invivable et que par soi-même on devient philosophe et ensuite on commence à utiliser leur langue contre eux et pour eux en vue d'eux afin qu'il y aura une amélioration. Une vie philosophe, c'est offert à l'écriture et à la parole. Donc, à l'instant de sa méthodologie, en passant sur chaque chose, sur chaque fait pour l'examiner, il peut devenir peintre, artiste, danseur, baladeuse, je ne sais quoi, et un pêcheur. Mais des exemples, il peut attendre dans un silence avec ça, son hameçon, sans s'apercevoir longtemps qu'il est lui-même devenu d'abord d'emblée un hameçon, c'est-à-dire d'abord un proie qui est en quête d'un proie, qu'on nomme la vérité. Voilà. Figure, c'est facile, à la fois très facile de construire la figure du philosophe avec ses passions inhibées, avec toutes ces mortifications non pas voulues, ces jeunes n'ont pas voulu parce qu'ils ne peuvent pas digérer chaque parole. Donc, il parle le silence, isolement. Et quand il se montre en public, il dévaste.
il ne supporte pas à écouter trop longtemps sans les faire classifier en taxonomie comme argument à répondre ou à se comparer, les discours d'autrui. C'est impossible qu'un philosophe, c'est très rare plutôt, je corrige, qu'un philosophe soit influencé par un discours de son temps et qui juge méritable qu'on lui réponde. C'est la faste. C'est la faste d'un philosophe, c'est le banquet inexpectable, inattendu, dans lequel il n'est plus haram de manger, manger, consommer ensemble, c'est-à-dire faire le banquet. Finalement, banquet impossible, c'est le but final, finalité ultime d'un philosophe, un banquet final, c'est-à-dire une obsèque convenable, avec les mérites et louanges, mais dans un quand même oratorium qui dit chaque chose à sa place, c'est-à-dire qui dit la vérité en tant que telle, avec les fautes, avec les erreurs, et avec les amitiés rompues, etc. Tout ce cheminement. Ce que j'appelle oraison funèbre, qu'il faut faire quand même, qu'il faut savoir apprendre à faire dans un enseignement primitif, qu'on dit niveau de lycée, des choses comme ça, si vous voulez vivre dans une société et avoir une renommée, une propriété privée, une descendance, une succession, un nom et une renommée, une trademark et une crédibilité sustainable, dans une permanence de temps à peu près prévisible. C'est-à-dire un citoyen de premier ordre. C'est ça, la philosophie en Grèce, dans son commencement et dans sa fin. En dehors des figures de sainteté, de Moyen-Âge, monothéisme, christianisme, etc. Comme j'ai indiqué dans mon premier discours table 1 et table 2 se faire. En somme, la conclusion, derrière et au-delà, en dessous de toutes ces figures de philosophème, il n'y a qu'une seule conséquence en dehors d'un certain épanouissement de l'humanité dans son abstrait, c'est que l'affirmation de chacun à soi et chez soi est disloquée comme chasser et sacrifier, pousser vers le suicide, comme Socrate, etc., au nom de la loi, etc., si on croit à ces schèmes fictionnels, et derrière lesquels on dit qu'il n'y aura jamais une figure de philosophe, un philosophe, par son étymone, c'est toujours possible. Ceux qui aiment, ceux qui détestent le sophon. Mais un sophon, c'est insupportable. Oh, c'est pour ça qu'il y a une, disons, à tous les risques il y a une époque hellénistique qui poussait tout le monde à penser que toute la philosophie platonicienne et ensuite aristotélicienne a nous préparé à une nouvelle religion qui garde
toutes les figures, mais en même temps unifiant et monothéiste et qui croit à au-delà. Et ce n'est qu'une nuance de, de l'extrême-orient, non pas extrême-orient, de Moyen-Orient, une bonne nouvelle pour la Gleichheit qui se disperse aussitôt en se hellénisant en fin fond de toute Méditerranée pour se disperser afin qu'on ne l'ont plus que Métèque et afin qu'il n'a plus d'État, ni une entité, ni un homme, mais une métèque, une créole, que le Turc a su bien accueillir et leur donner une chance dans notre temporalité en Anatolie, alors que dans la Méditerranée ouest, un absolutisme figuratif au fatum des familles féodaux s'est constitué au nom et sous prétexte et afin de sauver la face de romanicité à travers de cette Gleichheit qui était complètement dispersée entre l'Arabie andalousienne et Constantinople, plus que romain, refoulant Hélène comme l'État retient tout en fond de l'Arabie, Irak, Syrie, Damascus, Bagdad. Se sont réenchantés par leur accroissement disjonctif de leur véritable table des lois words and choice. La moindre chose, la fin constructive, instructive pour tout le monde. Pourquoi la littérature est devenue seule et possible chance de l'humanité pour garder ce qu'il est et pour pouvoir avoir encore une certaine possibilité de s'interroger sur le sujet en ce qui concerne son sujet, c'est-à-dire un inceste total, vraiment un renfermement total qui se reflète dans une chambre, un kiosque cristalline, là où la lumière qui ne se reflète, qui ne se réaffirme à pour que par leur génération continuelle. C'est ce qu'on appelle le cosmos imparti pour l'humanité tel qu'elle est, tel qu'il était, tel qu'il sera. Alors, je viens d'apprendre en réécoutant ce que j'ai dit apparemment dans un enregistrement d'hier soir. C'est un peu paralogisme ou encore d'une fiction, dit-on, autobiographique, mais en somme, si on résume ou traduit à des propositions philosophiques, comme ça, par liberté
pour justement proposer des propositions, c'est d'abord tout le monde a une capacité de penser. On ne peut pas prouver, mais ce sont des actions très établies dans l'histoire de la philosophie depuis Socrate. Je vois pas chez Héraclite ce genre d'action. Pour lui, c'est plutôt logos, c'est fermé, mais à la portée de tout le monde, c'est-à-dire tout le monde parle, mais profère des phonèmes. Phonème, c'est autre chose, la voix. Et logos, c'est autre chose. Si on veut, chez Héraclite aussi, on peut trouver que le logos est partout, mais on ne peut pas l'atteindre. Donc, il y a quand même une certaine capacité de devenir philosophe pour chacun de nous, suppose capable de raison ou de logos. Non pas capable, incapable justement. Nous sommes incapables de logos, mais il y a un certain logos qui règne sur nous, non pas sur, mais en nous, etc. C'est très compliqué. L'action première de la philosophie n'est pas si simple que cela, mais si on résume en caricaturant, voilà, on peut faire des phrases comme ça. Je pense que tout le monde peut devenir artiste, mais de quoi s'agit-il? L'art. Et tout le monde peut devenir philosophe, tant mieux. C'est-à-dire qu'on peut aimer Sophon, ça, il n'y a pas de problème, mais devenir philosophe et commencer à philosopher, c'est autre chose. Simplement apprécier les Sophons, les grands sages. Voilà, au sens d'apprécier la sagesse, tout n'étant pas devenir sage. C'est à la portée de tout le monde et c'est valable pour tout le monde. C'est autre chose de devenir sage ou bien entrer dans ce processus de vérité pour devenir en vrai, le sage. C'est un processus interminable, donc on est de Socrate, on ne peut que avoir cette intentionnalité et aller vers un sens, plutôt vers un autre. C'est donc chercher la directionnalité, un premier pas philosophique apparemment. C'est une petite baiser selon Novalis, et ça aussi il faut en rendre compte. Moi, donc qu'est-ce que je voulais dire? Mais la fin, juste la fin de mon enregistrement, comment je conclus le sujet, pour me taire finalement, c'est inachevé d'ailleurs. Une dernière phrase, je disais que il est bon, acceptons que tout le monde peut devenir artiste ou philosophe. Mais il est préférable que chacun de nous se taise. C'est ça. Conclusion. Il ne faut pas tenter de devenir philosophe. Andy Warhol a dit quelque chose, oui. Mais en ce qui concerne non pas l'artiste qui est en nous, mais en ce qui concerne l'état des choses, des médias, et qui fait que chacun de nous peut donner une apparence d'artiste de façade. Moi, c'est une court-circuit, un cercle vicieux qui touche encore à cette distinction d'être au sens fort, d'être seulement au sens faible ou simple, et apparaître d'une façon
ou d'une autre. Cette dichotomie insoluble qui fait que, peut-être, ce qui fait que nous parlons, c'est le fait même de parler sans avoir un contenu philosophique. C'est la philosophie même de l'homme. Je dirais, non pas une philosophie apprise comme une idéologie de laquelle personne ne peut être épargné, mais le fait même de parler de l'homme, à la différence de l'animal, ne fait pas spontanément de lui un philosophe. Mais on dit aussi, surtout les poètes, que les enfants, dès qu'ils commencent à dire quelque chose, commencent à parler, et on le considère comme des philosophes, parce qu'ils traitent les choses d'une manière un peu différente. Voilà, ça aussi, il faut le rendre compte. Et peut-être que l'homme étant enfant, il était justement philosophe, il savait philosopher, c'est-à-dire parler d'une manière inhabituelle, tout en étant dans un processus d'apprentissage de la parole, et tout à coup, il apprend à parler correctement, c'est-à-dire il cesse de philosopher. Ça aussi, c'est une très riche conclusion. Il ne se tait pas, il ne tait pas, mais il commence à parler correctement. Et donc, il cesse d'être philosophe. Et il entre dans une caverne dans laquelle tout le monde se communique avec tout le monde, loin de la vérité, bien sûr. Vous voyez, il ne pose plus de questions. On ne pose de questions que pour façade, dans le parler normal, je dirais. Et même dans la philosophie, on pose rarement des questions philosophiques, mais toujours de l'ordre pédagogique ou à l'ordre de hypothèses à rechercher. Voilà, est-ce qu'il est préférable de se taire? Au-delà de Wittgenstein qui nous proposait effectivement se taire, ce silence, et ce silence même devient pensif, philosophique peut-être. Voilà, l'un des amis qui écrivait spontanément comme ça, cette phrase, et qui répète d'une certaine façon à la fois Wittgenstein. Il disait que dès que quelqu'un aussi longtemps que l'homme reste dans cette dichotomie de l'être apparaît en ce qui concerne lui, c'est-à-dire il veut toujours être quelque chose d'autre, mais il ne l'est pas, il ne devient même pas. Et pour ce gens-là, il est préférable de se taire. Se taire, c'est pour le salut. Donc c'est une manière de dire que certains entre nous, il vaut mieux qu'ils ne commencent même pas à faire cet effort philosophique, ils font autre chose. Comme la plupart des gens, ils font autre chose. Quelle est cette autre chose? Ça, innommable, mais en disons, forme unique. C'est-à-dire être loin de la vérité. Donc, tout cheminement, occupation, préoccupation en dehors de la philosophie, et peut-être grande majorité de l'occupation philosophique aussi, ça reste au niveau hypothétique, axiome à interroger, regarder, revenir, repasser
faire une répétition, revoir, essayer, s'excuser, donc toujours errer, dans la non-vérité. C'est ça. Y compris donc les philosophes. Ils errent dans la non-vérité, et lui, en vue de la vérité. Et les hommes normaux, quotidiens aussi. Ils ne veulent pas rester, ils ne savent pas qu'ils sont dans la faux, et ils aimeraient être dans le vrai, mais le problème, c'est que il manque quelque chose. Il manque quelque chose, non pas préférable à ce terme. L'homme, en dehors de son intentionnalité, il est voué à la parole, et erré justement dans la parole, dans ce sens-là, je dirais que tout le monde il est, dans l'élément de la philosophie, dans l'élément au sens fort, dans l'éther, dans l'eau philosophique qu'il nage, sans s'apercevoir, dans une sorte d'aquarium. Cette fois-ci, c'est pas dans une caverne. Vous voyez, il regarde à l'extérieur de l'aquarium. Ça change rien. Voilà. Je peux ajouter cela. Donc, préférable de cette ère est préférable pour l'artiste de ne produire rien. Et ils produisent au sens de production industrielle, des artefacts, des ustensiles, de l'utile. Et dès qu'on commence à user une certaine poésie, comme une pensée de la pensée, comme je définissais, la peinture, c'est avant tout la chose de la peinture, c'est encore la peinture dans son historicité, mais ça concerne avant tout le corps, et son propre corps aussi. Donc déjà, se muer dans le sensible, c'est déjà un grand problème, parce que ce qu'on appelle la pensée n'est pas dans l'au-delà, justement dans ce corps qui est mou, en mouvance, en kinésis, et là, il faut trouver là où il y a la pensée, dans cet aveuglement. Justement, ce matin-là, je voulais justement commencer par ce mot d'aveuglement. Et ça aussi, ça existe dans la tradition philosophique. Moi, j'avais pensé de commencer avec cette proposition. Devenir peintre nécessite un certain aveuglement. C'était ça ma proposition. Si on n'est pas frappé par une certaine cécité et avoir cette douleur, souffrance de cécité et de ce désir, intention de voir un peu mieux, un peu clair, et cette véritable souffrance de voir plus, et donc dépasser cette cécité, fait que l'homme devient peintre, ou bien un artiste. Il faut penser ceci en ce qui concerne la musique aussi, et la littérature, et surtout la poésie. Et Homéros, on dirait d'abord que Homéros, il était aveugle. C'est-à-dire, enfin, soi-disant, il était aveugle. Selon la tradition veut que les poètes soient aveugles. Chez nous aussi, Hosanne, on dit Hosanne.
euh, la plupart du temps, ils sont aveugles, les grands dichters, ceux qui font des épopées. Voilà. Et paroles, comme j'avais déjà thématisé, à partir de Jean-Jacques Rousseau, si par l'origine ou le pas première, phonème première, donc double articulation, en vue de se faire comprendre, par un semblable, non pas pour donner des ordres aux animaux, pour les domestiquer, ça, on n'a pas besoin de la parole articulée, mais on a besoin des différentes tonalités des cris. Donc, pour une parole, avec une communication à distance, et non pas avec le toucher, vous voyez, nécessite une certaine, je dirais, mise en parenthèse du regard de voir. Si on voyait tous les deux la même chose en même temps, on n'a pas besoin de vérifier ou approuver avec la parole. On n'aura qu'à indiquer avec le bout de doigt ou le bout du nez. C'est ça. Donc, chaque parole, ontologiquement, présuppose une certaine absence de visibilité et pourquoi pas une certaine cécité. D'où vient mon proposition comme action première dans ce sujet-là? L'artiste, peintre, doit être frappé pour créer, frappé d'une certaine cécité. Et le philosophe aussi, parce que dans ce sens fort de l'occupation de l'artiste peintre, il n'y a plus trop de différence avec l'acte philosopher. Et un philosophe aussi devra se sentir dans ce mal de ne pas pouvoir voir clair. C'est ironique, chez nous on dirait manidaire, c'est assez curieux que le mot idéa, en grec, qui est orac, quelque chose à voir avec eidos, qui voulait dire dans leur langage quotidien, l'aspect des choses, d'emblée visible, mais philosophe cherche au-delà de cet aspect visible une forme qui sera presque éternelle ou hors du temps. C'est ça, idéa, au sens dimension de Platon ou de Socrate. Aristote fait semblant de ne rien comprendre, refuser cette théorie d'idéa en disant que dans chaque chose, comme dit notre langue courante, le langage grec, il y a des aspects, mais chacun a sa place. Il y a des différents aspects de différentes choses, et ça dépend d'où on regarde, c'est-à-dire une certaine intentionnalité, un certain aspect, de quels aspects nous regardons. Et il faisait descendre cet aspectivisme à nos occupations, à différentes modalités de noésis, pour ne pas dire intentionnalité noématique. Vous voyez, selon la visée, l'aspect des choses change. Et c'est pas dans les idéaux immuables qui seraient dans un autre monde que nous allons trouver la solution du problème qui est bien posé. On est d'accord. Platon et Aristote, ils partent de la même
problème, du même problème, et donc retournons aux choses mêmes, et devient aussi ce précepte, si on l'écoute bien, ce précepte husserlien, c'est devenons, chacun de nous devenons, faisons semblant, comme si nous ne voyons rien, nous n'avons rien vu, comme faisons semblant de voir les choses comme si c'était la première fois. Et c'est ça pour ne pas, sans prononcer le mot Talmazen, Husserl peut-être présupposer un certain regard, une fraîcheur d'un regard premier, pourquoi pas une fraîcheur d'un amour premier, et qui va forcément finir très mal, mais qui va rester, cette souffrance de premier amour, qui va rester comme une grande méthodologie de la vie, une grande leçon, et à partir de laquelle tout sera mesuré peut-être. Là, on est arrivé à un point quand même extrêmement intime, c'est d'aimer. Aimer, d'abord se fond, mais de quelle manière? Voilà. Et l'autre argument était discret, c'était ceci, que même l'homme le plus déchu, donc on parle de chacun de nous, et c'est moi qui parle, c'est mon jugement et mon expérience de la vie, et je finis ma phrase, et chacun, n'importe qui, même déchu, même qui n'a rien à voir avec la philosophie, a cette capacité, et non pas cette capacité de philosopher, et comprend quelque chose profondément de la philosophie, de la chose philosophique, ou de l'art, et c'est éprouvé par un certain regard, un moment donné, furtif, fugitif, un regard, là vous comprenez que cet homme, entre guillemets, comment dirais-je, yelkenleri suya düşürür, en Turquie il y a une expression, donc il se désarme, il est désarmé, donc sans parole, et il n'a rien à ajouter à des crises ou objecter, il reste bouche bée, dans un silence et dans un regard, il sera suspendu, etc. C'est pas limité à ce que je dis, cet état, un moment, chacun de nous, un moment devient philosophe. Et c'est pas, on se demande si c'est sustainable ou pas. Est-ce que ça sera quelque chose, un état permanent ou pas? Est-ce que cet état, comme un clin d'œil, quand même orgamblique, on devient un moment, un instant philosophe? Et je me demande maintenant, est-ce que ça reste, on ne continue pas notre vie en tant que philosophe à partir de ce moment, mais il y a un changement radical et c'est incontournable, irréversible, et ça reste comme trace. Et dans dans notre, entre guillemets, dans notre fort intérieur, dès lors, à partir de cet instant même, nous devenons philosophes à notre insu et rien ne peut changer cela. Ça, c'est une explication aussi très plausible et j'ai expérimenté chez les autres. Sans que moi, je donne des cours de la philosophie, c'est souhaitable, bien sûr, que dans un enseignement, à un moment donné, à partir de 4e semaine, dans un semestre, les étudiants commencent finalement à comprendre quelque chose de ce dont on parle. Mais le problème, c'est pas une méthode d'enseignement, c'est
comment on fait, on continue, après, après être devenu philosophe dans le sens que j'ai décrit, comment on peut faire semblant de ne rien comprendre encore de la vérité ou de cette chose philosophique, c'est-à-dire de cette mode de vie interminable, sauf la mort. Et on ne sait pas cette limite non plus, c'est-à-dire le moment de mort et la mort même, on ne sait pas ce qui se passe véritablement en ce qui concerne notre cécité et notre vision et notre quoi, possibilité d'entendre au sens fort du terme, verstehen, etc. Donc, mais ça correspond à quel âge? C'est une bonne question. Est-ce que ça concerne quand même une certaine intérêt pour l'art, pour la vision, pour avoir une vision différente à travers les objets esthétiques ou à travers une sensation de la nature, donc encore une sorte de jugement esthétique qui est désintéressé, ça peut aider à ce moment de devenir philosophe. Et on peut le considérer aussi en dehors de l'art, comme dans ce petit livre de Serge Leclerc, On tue un enfant, voilà. Sans raison, sans trauma, un enfant meurt. Chez nous, Roussel, un peu peut-être abusivement, selon la citation de Nami Uyghur, qui décrit cette abondance sortir de l'enfance, abandonner enfant qu'on est, comme une époque est sortie de l'attitude naturelle. Alors, c'est une citation des écrits non publiés, dit-il, Namuygur de Husserl. Il faut le vérifier, l'intensité de ce passage. Si on reste là, effectivement, c'est difficile à comprendre qu'une époque est sortie c'est-à-dire frapper toute l'enfance avec une attitude naturelle, c'est un peu facile. C'est compréhensible plutôt pour l'homme adulte qu'il entre dans une attitude naturelle en quittant son être philosophe, c'est-à-dire son être enfance. C'est ma position plutôt, mon hypothèse du matin et maintenant qu'elle n'a pas changé, assez lyotardien aussi. Et c'est pour ça que je suis plus proche à ce qu'il décrit par Blanchot aussi, qui en citant Serge Leclerc, On tue un enfant, c'est-à-dire le titre de son livre, c'est-à-dire il y a un enfant qui meurt chez nous, effectivement nous devenons adultes au sens fort du terme et non pas au sens de das Gerede, bavardage, flactus aussi, ça aussi c'est la chose des adultes, mais dans notre fort intérieur, ce moment de mort très précoce, dit-on, la mort de l'enfance qui est en nous, ça aussi, ça correspond à un moment fort de philosophie et en dehors de son contexte, bien sûr. Tel que je dirais, la forme de mourir. Et en ajoutant effectivement à ce que Socrate a dit comme la définition de la philosophie, définition ultime de la philosophie,
c'est apprendre à mourir pendant toute sa vie de philosophe. Ça, c'est pas contraire à notre tradition, à notre chère tradition.